Il y a 3 mois, mon ami Paul, un type sympa, belge, 58 ans, s'est réveillé dans un hôpital à Medellín sans se souvenir de rien. Rien. Il avait passé la soirée avec une fille magnifique qu'il avait rencontrée sur Tinder. Elle s'appelait Valentina. Cheveux noirs, sourire, vous savez la typique. Elle lui avait proposé d'aller prendre un verre à El Poblado. Un truc simple. Et puis, trou noir. Il s'est réveillé le lendemain matin dans une chambre d'hôpital avec une énorme migraine, et l'infirmière lui a dit qu'on l'avait amené par ambulance après que quelqu'un l'ait retrouvé inconscient dans la rue. Son téléphone avait disparu. Son portefeuille aussi. Ses cartes de crédit, toutes utilisées dans les heures suivantes pour dépenser environ 4 000 € en achats en ligne. Paul a eu de la chance, honnêtement. Vraiment de la chance. Parce que parfois, la scopolamine qu'il vous donne, elle ne vous réveille pas. J'en parlerai plus tard. C'est important que vous compreniez ce truc en particulier. Voilà pourquoi je fais cette vidéo. Parce que j'ai été naïf aussi. Et j'ai vu bien trop de mecs dans ma situation. Des gars qui prennent leur retraite, qui ont un peu d'argent de côté, qui en ont marre de leur vie en France, en Belgique, en Suisse, et qui arrivent ici à Medellín en pensant que c'est le paradis. Parce que, honnêtement, au début, ça l'est vraiment. Et puis ils réalisent trop tard que c'est pas aussi simple que ça. Et pour quelques-uns, c'est trop tard, vraiment. J'ai quitté la France il y a 2 ans et demi. J'avais 53 ans. Divorcé après 25 ans de mariage, vous savez comment c'est, le divorce à cet âge, ça vous vide complètement. J'avais tout donné, vous savez. 25 ans, ça représente votre jeunesse, votre énergie, votre argent, vos meilleures années. Et puis un jour, plus rien. Ma ex-femme, elle a pris la moitié de ce que j'avais mis de côté pendant toute ma vie. Et je ne dis pas ça avec amertume. La loi, c'est la loi, et je comprends. Mais il me restait assez pour vivre simplement quelque part d'autre. Pas riche, non, juste assez. Et je voulais juste vivre différemment, plus légèrement, plus simplement. C'est ce que je voulais. La liberté. Un nouveau départ. Un endroit où je ne serais pas l'ex. Un endroit où je pourrais juste être un mec de 53 ans qui essaie de trouver son chemin. Et puis j'ai entendu parler de Medellín. Pas par les médias, Dieu merci, parce que vous savez, les médias adorent vous dire que c'est dangereux, que c'est la capitale du crime, tout ça. Mais par un copain qui avait passé 3 mois ici. Il m'a dit, écoute, le printemps éternel, 22 degrés tout l'année, tu peux vivre comme un roi avec ton argent, et les gens sont vraiment chaleureux. Et c'était vrai, sur tous les points, c'était vraiment vrai. Je n'exagère pas. Je suis arrivé en avril 2023. J'ai pris un Airbnb à El Poblado pour les 2 premières semaines. C'est là qu'il faut commencer, El Poblado. C'est le quartier où tous les étrangers vivent. Tout le monde parle anglais. Il y a des cafés branchés, des restaurants. C'est vivant, c'est sûr. Et j'ai immédiatement compris pourquoi mon ami avait dit ce qu'il avait dit. Dès le premier jour, je me suis assis dans un petit café. J'ai commandé une bandeja paisa. Vous savez, c'est le plat typique du pays. Du riz, des haricots, de la viande grillée, un plantain frit, une arepa chaude. Et un café tinto. C'est comme ça qu'on appelle le café noir ici. Pas un litre, juste un vrai petit café. Et le mec du café, il me l'a donné pour 70 centimes. 70 centimes pour un café frais, bien fait. En France, c'est 3 € minimum. 3 €. Ici, c'est moins qu'1 €. Et ça, c'est juste un café. La nourriture elle-même, c'est un monde différent. Une bandeja paisa complète. Tout ce que je viens de vous décrire, plus un morceau de fromage frais, plus une limonada de coco qui vous rafraîchit comme une brise d'été. Ça coûte genre 3,50 €. 4 € dans un restaurant vraiment sympa du quartier. 3,50 € pour un repas énorme qui vous tient jusqu'au soir. À Paris, vous payez 17 € pour un sandwich médiocre et un jus de fruits. 17 € pour rien. Ici, c'est l'abondance. C'est surréaliste quand vous y pensez vraiment. Après 2 semaines, j'ai décidé de rester. El Poblado, c'est vivant, c'est bien, mais c'est touristique. C'est pas vraiment la Colombie qu'on vient chercher. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme un endroit intermédiaire entre votre vie passée et le nouveau monde. Alors j'ai loué un appartement à Laureles. C'est un quartier un peu plus résidentiel, pas aussi touristique, plus local, un peu plus au sud de la ville. Les expats y vivent aussi, mais aussi des vrais Colombiens, des familles, des gens qui travaillent, qui ont une vraie vie. Je me suis trouvé un 2 pièces vraiment sympathique, bien situé, avec une petite cuisine, une terrasse minuscule, et vous savez combien j'ai payé? 550 € par mois. Par mois. Avec les factures comprises, l'eau, l'électricité, le câble, Internet. Tout. En France, c'est le prix d'une chambre sans salle de bain dans un immeuble pourri en banlieue parisienne. Et encore, je suis généreux. Ici, c'est un véritable appartement où vous pouvez vivre une vie normale, confortable,
avec de l'espace et de la dignité. Vous commencez à comprendre pourquoi les hommes comme moi, des retraités, des divorcés, des gens qui ont travaillé dur toute leur vie et qui ont besoin d'une pause, d'un reset, regardent Medellín comme l'endroit où on peut enfin respirer, où on peut enfin se sentir vivant. Parce qu'en France, si vous preniez votre retraite avec le même argent, vous aviez un petit studio quelque part en province, vous mangiez déjà moins bien, vous sortiez moins, vous vous sentiez moins. Ici, vous avez une vraie vie. Vous avez un budget qui vous permet d'aller au restaurant, d'aller prendre un café, de voyager un peu, de faire des choses. Et puis il y a les gens. Les Colombiens sont incroyables, honnêtement. Ils sont chaleureux, ils sourient, ils vous disent «Cómo estás, amor?» «Comment allez-vous, mon amour?» Comme si vous étiez leurs meilleurs amis. Ils le disent à tout le monde. La caissière de la supérette vous le dit, le conducteur d'Uber vous le dit, le gars qui vend des empanadas dans la rue vous le dit. À Medellín, on appelle ça la Maña Paisa. C'est cette façon paisa, c'est-à-dire de la région Antioquia, de traiter tout le monde avec une sorte de, comment dire, de générosité émotionnelle naturelle. Une chaleur qui n'est pas calculée, qui est juste là, naturellement. Même si le gars au bar vous vole votre portefeuille le jour suivant, il va le faire avec le sourire le plus sincère et le plus chaleureux que vous ayez jamais vu. C'est juste comme ça ici. C'est une contradiction que vous apprenez à accepter. Après 1 mois et demi, je connaissais mes petits restaurants, je connaissais la pharmacie d'en bas, je savais à quelle heure prendre Uber pour éviter les embouteillages, j'avais ma routine. Et puis un soir, juste avant de m'endormir, je me suis dit, et la vie amoureuse? Voilà la question que tous les hommes de plus de 50 ans se posent avant d'arriver ici, ou pendant le premier mois. Est-ce que la vie romantique va-t-elle être un problème? Vous savez, vous avez 54 ans, vous avez peut-être du ventre, vous avez des rides, vous avez les cheveux gris, ok, chauve dans mon cas, mais vous comprenez l'idée. Vous avez vécu, vous avez des cicatrices, et vous vous demandez, est-ce que les femmes vont même me regarder? Et la réponse honnête, c'est non, généralement elles ne vous regardent pas. Pas si vous cherchez une femme de votre âge, pas si vous cherchez une femme avec qui vous pourriez avoir une relation réelle, stable, durable. Les femmes de 50 ans, 55 ans, 60 ans, elles veulent souvent un homme qui a sa vie en ordre, qui gagne bien, qui a de l'ambition pour le futur. Et là, vous avez 54 ans, chauve, divorcé, vous êtes à la retraite. Ce n'est pas ce qu'elles cherchent. Elles cherchent un homme plus jeune qu'elles, honnêtement. Ou elles ont renoncé à l'amour en général et elles sont contentes d'être seules. Mais voilà, il y a aussi des femmes plus jeunes, beaucoup plus jeunes. 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et ces femmes, elles semblent trouver vous intéressant, très intéressant, extrêmement intéressant. Comme si vous étiez la meilleure chose qui leur soit arrivée depuis que le pain a été inventé. Et pour un mec qui a passé 25 ans dans un mariage où on lui dit qu'il n'est jamais assez bien, ça change tout. Je me souviens du jour où j'ai téléchargé Tinder. C'était un soir, après dîner, j'étais assis dans mon salon à Laureles, je regardais El Poblado scintiller à distance, et je me suis juste dit, pourquoi pas? J'ai créé un profil basique, quelques photos décentes de moi, pas des selfies, juste des photos normales. Ma biographie était simple, quelque chose comme français, vivre à Medellín, aimer la culture et les voyages. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, rien. Et puis le troisième jour, je me souviens du jour où j'ai reçu mon premier message intéressant sur Tinder. Je ne plaisante pas, c'était une femme qui s'appelait Sophia. Elle avait 32 ans selon son profil. Elle était absolument magnifique. Les cheveux noirs jusqu'à la taille, des yeux marron foncé, un sourire qui tuait. Et elle m'a écrit « Hola papito, ¿qué tal ?» Papito. Ça veut dire petit papa en espagnol. C'est mignon, c'est flirteur. C'est comme ça que les filles flirtent ici, apparemment. Et j'ai pensé, je me souviens exactement ce que j'ai pensé. Waouh, c'est fou, elle est vraiment magnifique. J'ai répondu poliment, quelque chose comme Hola, ¿cómo estás? Elle a répondu immédiatement. Pas 2 heures après, pas le lendemain, immédiatement. Et puis on a continué à se parler. Et pendant ce temps, une autre fille a matché avec moi, et une autre, et une autre. Au bout d'une semaine, j'avais reçu plus de messages intéressants sur Tinder que j'en avais reçu en 6 mois à Paris. C'était surréaliste, complètement surréaliste. Ces femmes avaient l'air de vraiment m'aimer, ou au moins, elles avaient l'air de vraiment s'intéresser à moi. Elles disaient des trucs comme mi amor, qui veut dire mon amour, te quiero ya, je t'aime déjà, j'ai l'impression que je te connais depuis toujours. Après un échange de 2 messages. 2 messages. En France, ça prend des semaines pour même avoir une conversation normale avec quelqu'un. Ici, c'est instantané, c'est explosif, c'est passionné. Alors j'ai pensé, je suis au paradis, c'est dingue, c'est pas possible.
Je me sentais comme un roi, sérieusement. J'avais l'impression que ma valeur avait augmenté de 500% du seul fait d'avoir traversé l'océan Atlantique. Et c'était merveilleux. C'était grisant. C'était l'antidote parfait au divorce, à la dépression, à la sensation d'être devenu invisible. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à remarquer que quelque chose ne collait pas. Ces filles, elles parlaient presque exactement pareil. Les messages étaient trop similaires, trop directs, trop du scénario. Le profil était toujours le même. Magnifique, jeune, elle semblait parfaitement alignée avec ce que je cherchais. Presque trop alignée. C'est comme si quelqu'un avait fait une liste de ce que les hommes de 54 ans divorcés veulent, et avait programmé ses filles en fonction de ça. Et souvent, après 2 ou 3 jours de messages vraiment sympas, elles disparaissaient. Ou alors elles me demandaient de les suivre sur WhatsApp parce que Tinder est trop lent, ou je n'utilise pas beaucoup Tinder. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des doutes. Et j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des articles sur Reddit, j'ai parlé à d'autres expats, à la pharmacie, au café, dans mon immeuble. Et c'est quand on m'a dit pour la première fois, par un mec brésilien qui vivait à Lorelles depuis 4 ans, pas chaque fille est vraie. C'est une phrase simple, 5 mots en français. Mais quand vous l'entendez, pour la première fois, par quelqu'un qui l'a dit avec sérieux, avec expérience, ça vous change complètement votre perspective. Ça vous fait froid dans le dos. Parce que vous commencez immédiatement à vous demander laquelle est vraie, laquelle ne l'est pas, comment est-ce que je fais la différence? Parce que, franchement, quand une fille vous dit «Je suis tombée amoureuse de toi» après avoir vu 3 photos de vous et échangé quelques messages, c'est bizarre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, même ici en Colombie, où les gens sont plus directs avec leurs émotions. J'ai commencé à creuser. Et j'ai découvert ce monde qui existe en parallèle de la Colombie ordinaire. Un monde caché, un peu inquiétant. Un monde où certaines filles ne sont pas des filles. Ou plutôt, ce sont des filles, mais elles ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Ce sont des filles avec une motivation très simple, très claire. Votre argent. Et pas juste un dîner sympathique. Pas juste des cadeaux. Votre argent. Tout. Jusqu'à la dernière pièce. Et c'est de là que viennent les vrais dangers. C'est là que les histoires changent du sympathique, du grisant, du merveilleux, au cauchemardesque. C'est là que les hommes se réveillent dans des hôpitaux, ou pire, ils ne se réveillent pas du tout. Le premier type de danger s'appelle prepaid. C'est un mot qui revient souvent ici quand on parle des rencontres. Une prepaid, c'est une fille qui va demander de l'argent pour du sexe, ou pour quelque chose d'autre, mais la clé, c'est le terme prepaid, avant paiement. Et je ne parle pas d'une escorte régulière. Je parle d'une fille qui se fait passer pour une vraie fille sur Tinder ou Colombian Cupid. Une fille qui se fait passer pour quelqu'un qui pourrait vraiment vous aimer. Quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une vraie relation. Et puis au moment critique, soit elle vous demande de l'argent pour venir vous voir, soit elle vous demande de l'argent pour un problème. Sa mère est malade, elle a besoin de payer quelque chose. Soit elle vous demande simplement de l'argent pour qu'elle reste avec vous. Comment tu fais la différence entre une vraie et une fausse? C'est la grande question. Et la réponse, c'est qu'il y a plusieurs signes. Quand elle commence à dire «Eh chérie, amour, bébé» dès le début, pas après une semaine, dès le début, les 3 premiers messages, et tu as plus de 50 ans et tu es un homme normal, tu dois te demander «C'est peut-être vrai, et on veut que ça soit vrai, mais peut-être pas». Une vraie fille colombienne qui s'intéresse à toi va être sympa. Elle va flirter, oui, mais elle va aussi être un peu distante. Elle va poser des questions. Elle va vouloir en savoir plus. Elle va être curieuse de qui tu es vraiment. Une pripède, elle n'est pas curieuse. Elle sait déjà ce qu'elle veut de toi. Un autre signe. Elle va te demander d'utiliser WhatsApp très vite. Elle va dire quelque chose comme «Hé, Tinder, c'est pas bon pour moi, tu peux m'écrire sur WhatsApp?» Et une fois que tu es sur WhatsApp, c'est plus difficile de la retrouver, de vérifier son profil, de vérifier si c'est vraiment elle. WhatsApp, c'est plus intime. C'est plus personnel. Les numéros de téléphone en Colombie, ils changent souvent. Ils sont bon marché, donc elle peut juste en utiliser un faux. Un autre signe. Elle va rapidement suggérer de se rencontrer, mais seulement dans des bars spécifiques. Toujours des bars branchés à El Poblado, Parque Lieras, des endroits touristiques. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que tu la vois chez elle. Et elle suggère des bars parce que c'est public et parce que, franchement, elle peut vous faire ce qu'elle veut faire dans un bar et disparaître. J'ai eu un ami qui a matché avec une fille sur Tinder. Elle s'appelait Camila selon le profil. Elle était belle, elle parlait bien, elle semblait intéressée. Après une semaine de messages, elle lui a dit qu'elle voulait le rencontrer. Elle a suggéré un bar dans Parque Liras. Il y est allé.
Et la fille qui s'est présentée à lui, ce n'était pas la même fille des photos. Pas du tout. C'était une autre fille, complètement différente. Et quand il lui en a parlé, elle a dit que c'était sa cousine, que son profil avait été hacké. Bien sûr. Et puis elle lui a dit que pour continuer, il devait lui payer un verre, puis un dîner, puis elle avait besoin d'argent pour un Uber, puis sa mère était malade, et elle avait besoin d'argent pour l'hôpital. C'était un système qu'elle avait probablement répété des dizaines de fois. Mais il y a pire, beaucoup pire. Il y a la scopolamine, ou comme on l'appelle ici, la burundanga. Vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est une drogue, c'est pas de la drogue comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est un alcaloïde, quelque chose qu'on trouve naturellement dans certaines plantes. Et c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Voici ce que la scopolamine fait. Vous la consommez, normalement dans une boisson, quelqu'un met la poudre dans votre verre au bar, vous ne la voyez pas, vous ne la goûtez pas vraiment. Ou plutôt vous pouvez la goûter, mais si vous avez un mojito sucré ou une bière, vous ne la remarquerez pas. Et dans les 15 à 30 minutes, elle commence à agir. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous rend complètement docile. Complètement. Vous perdez votre volonté. Vous perdez votre capacité à dire non. Vous devenez comment dire, comme un zombie. Un zombie qui peut marcher, qui peut parler un peu, qui peut faire ce qu'on lui dit, mais qui n'a aucun contrôle de lui-même. Vous êtes conscient, c'est ça qui est terrifiant. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous pouvez voir, vous pouvez entendre, mais vous ne pouvez rien faire. Et pendant ce temps, la fille qui vous l'a donné, elle est au téléphone. Elle appelle ses complices. Il y a d'autres mecs, un, deux, parfois trois, qui arrivent à votre appartement. Parce qu'elle sait déjà où vous habitez. Elle a regardé votre localisation WhatsApp. Elle a vu les adresses que vous lui avez envoyées. Et ces mecs, ils viennent à votre appartement. Et ils emportent tout. Votre téléphone, votre argent en espèces, vos cartes de crédit, vos ordinateurs, même vos vêtements s'ils sont de marque. Tout. Ils vous laissent allonger sur le lit, complètement épuisé, incapable de bouger. Et puis ils disparaissent. Et la fille, elle disparaît aussi. Et vous vous réveillez le lendemain matin, si vous êtes chanceux et que le dosage était bon, parce que parfois le dosage n'est pas bon, vous vous réveillez avec un trou noir. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Votre appartement est vide, vos cartes de crédit, elles ont été utilisées pour acheter des choses, pour transférer de l'argent. Et la fille, elle vous a complètement bloqué, disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Paul, je vous l'ai dit au début, c'est ce qui lui est arrivé. Il a eu de la chance parce qu'on l'a retrouvé, et parce qu'il s'est réveillé. Mais il y a eu des cas, plusieurs cas que j'ai entendu dire ici à Medellín, où les mecs ne se réveillent pas. Le dosage était trop fort, leur cœur s'est arrêté, ou quelque chose comme ça. Personne ne sait vraiment. Mais ils n'ont pas survécu. C'est pas une blague, ce n'est pas du drama, c'est la réalité. Il y a des mecs qui sont venus en Colombie pour prendre leur retraite, pour rencontrer une belle fille, pour s'amuser un peu, et ils ne repartent pas. Et la plupart des gens ne savent rien, parce que c'est pas facile à signaler. Le consulat français, ils savent? Peut-être. Peut-être que la police colombienne enregistre ça? Peut-être. Mais personne n'en parle vraiment. Et ici, le système fonctionne comme ça. Une fille, souvent elle travaille pour un parrain, un mec qui les dirige. Elle repère un étranger, quelqu'un qui est seul, qui a l'air d'avoir de l'argent, quelqu'un qui semble un peu naïf. Elle le contacte, elle se fait passer pour une fille ordinaire, pas une escorte, pas quelqu'un qui va te tuer, juste une fille sympa qui a vu ton profil et qui s'intéresse à toi. Et puis elle te séduit. Elle passe du temps avec toi par message. Elle te dit des choses que tu veux entendre. Et puis quand elle sent que tu es accroché à elle, quand tu commences à lui dire que tu l'aimes, ou quand tu lui proposes de te rencontrer, c'est là qu'elle fait son mouvement. Et le mouvement, c'est souvent un rendez-vous dans un bar sympathique, un bar où il y a du monde, un bar où personne ne soupçonnerait que quelque chose de mauvais se passe parce qu'il y a trop de gens autour. Et elle arrive avec son téléphone, et elle partage sa localisation en direct avec ses complices via WhatsApp. Ils attendent dehors, dans une voiture ou simplement dehors. Et elle vous donne à boire, elle met la poudre dedans, et elle attend 15 minutes en parlant avec vous et en souriant. Et puis elle prétend qu'elle doit aller aux toilettes ou qu'elle doit partir, et elle ne revient plus. Comment est-ce que je sais ça avec autant de détails? Parce que j'ai parlé avec un mec brésilien qui a été victime de ça. Il a survécu. Il s'est réveillé le lendemain matin. Il a perdu tout, tout. Et il me l'a raconté, assis dans un café à Laureles, en tremblant tandis qu'il buvait un café. C'est un mec qui pleurait en me racontant. Et depuis, il me l'a présenté à d'autres expats. Et ils ont tous dit: ouais, j'ai entendu parler de ça. C'est un vrai problème. Il y a aussi les arnaqueurs sentimentaux.
Les filles qui n'ont aucune intention de vous rencontrer, qui ne vous droguent pas, qui ne vous volent pas l'argent en personne. Elles le font à distance. Elles créent un profil sur WhatsApp ou sur les applis de rencontre, elles commencent à vous parler, elles vous séduisent complètement, elles te disent qu'elles t'aiment, elles te parlent pendant des semaines ou des mois, et puis une urgence arrive. Sa mère est à l'hôpital. Elle n'a pas d'argent pour l'opération. Elle a besoin de 2 000 euros. Et toi, tu es tombé amoureux. Tu as déjà dépensé des heures avec elle. Tu la connais, ou plutôt, tu crois la connaître. Et tu lui envoies l'argent. Et puis une semaine après, une autre urgence arrive. Un oncle, une cousine. Toujours une urgence. Et toi, tu continues à envoyer de l'argent. Jusqu'à ce que tu réalises qu'il n'y a jamais eu de mère, qu'il n'y a jamais eu d'oncle, qu'il y a juste eu une fille qui s'amusait avec toi pendant qu'elle faisait la même chose avec 10 autres mecs, et qui a extrait des milliers d'euros de toi. Ces filles, comment les identifier? C'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce qu'elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. Elles savent exactement quoi dire, quand le dire, comment vous faire sentir spécial. Mais il y a un test que j'ai appris et qui marche vraiment. Voici le test. Une vraie fille colombienne qui a un intérêt sincère pour toi, elle ne va jamais, au grand jamais, t'appeler mi amor, papi, bébé dans le premier message. Jamais. Elle peut le faire après une semaine, après qu'elle sente que vous avez une vraie connexion. Mais au début, dès le premier message, c'est un signal d'alarme énorme. Parce que les fausses, elles utilisent ça comme tactique de séduction. Les vraies, elles testent d'abord si tu vaux vraiment le coup de flirter sérieusement. Et puis il y a une autre chose. Les vraies filles colombiennes, elles sortent rarement seules. Jamais en fait. Elles sortent avec leurs amis. C'est la culture ici. Les filles sortent en groupe. Elles vont au bar, elles vont à la discothèque, elles vont au cinéma, mais elles y vont ensemble. Une fille seule qui vous contacte sur Tinder et qui vous propose d'aller boire un verre seule, juste elle et toi, dans un bar, c'est déjà une zone d'ombre. Ce n'est pas normal. Pourquoi les hommes de plus de 50 ans sont-ils spécifiquement ciblés? C'est une bonne question, et la réponse, c'est clair. Les mecs de notre âge, on suppose qu'on a de l'argent. On suppose qu'on ne va pas faire trop de vagues. On suppose qu'on va être reconnaissant de l'attention d'une belle femme jeune. On suppose qu'on va être isolé, qu'on n'a pas de famille à proximité, qu'on va être naïf par rapport à comment fonctionne la scène de rencontre ici. Et on suppose que si quelque chose se passe mal, on ne va pas aller à la police parce qu'on a peur qu'on soit gêné, ou parce qu'on ne savait pas que c'était un crime, ou parce qu'on était trop honteux. C'est un profil parfait pour un arnaqueur. Et les arnaqueurs ici, ils sont bons. Ils ont étudié ce qu'ils font. Je vais vous donner un exemple plus concret. Mon ami François, un gars français, il avait 56 ans, il était venu ici après avoir vendu son affaire et prendre une année sabbatique. Il avait un très beau profil sur Tinder, des photos sympas, il disait qu'il était entrepreneur, qu'il aimait les voyages, tout ça. Et il a matché avec une fille qui s'appelait Isabella. Elle était belle, oui, mais aussi attentionnée. Elle lui posait des questions. Elle était curieuse. Elle ne faisait pas mi amor ou papi au premier message. Elle disait des choses comme oh, c'est cool, tu as voyagé. Elle était normale. Elle était réelle. Et pendant une semaine, ils ont parlé. Et puis une autre semaine. Et François commençait vraiment à aimer cette fille. Il me disait je crois que j'ai trouvé quelque chose ici. Cette fille, elle est différente. Et puis, après 10 jours, Isabella lui a dit qu'elle voulait le rencontrer. Elle a proposé un bar dans Sabaneta. C'est une municipalité un peu plus au sud, moins touristique que El Poblado. Et François y est allé. Je lui ai demandé après comment ça s'était passé. Et il a dit « C'était bizarre ». Je lui ai demandé pourquoi, et il a dit « Je ne sais pas. Elle était sympa. Elle était la même fille, mais je sentais quelque chose. Elle avait l'air stressée. Elle regardait son téléphone beaucoup. Elle continuait à me demander si je voulais un autre verre. Et puis après 1 heure, elle a dit qu'elle devait partir parce qu'elle avait un rendez-vous avec sa mère. Elle lui a dit qu'elle l'aimait, et elle est partie. François est resté une demi-heure de plus. Il a fini son verre, et puis il est rentré à son Airbnb. Et il s'est senti vraiment mal. Très mal. Il avait la nausée, il avait mal à la tête, il s'est endormi très vite, et il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il s'endormait et puis se réveillait complètement désorienté. Le lendemain matin, il s'est réveillé et il avait des bleus. Des bleus sur son corps. Des bleus qu'il ne se souvenait pas comment il les avait. Et puis il s'est dit « Attends une seconde ». Il a ouvert son ordinateur portable. Et il a vu qu'une tentative d'accès de quelqu'un d'autre avait été enregistrée sur un de ses comptes en ligne. Quelqu'un avait essayé de se connecter à son compte email. Et puis il a regardé ses messages WhatsApp. Et Isabella lui avait envoyé un dernier message. « J'ai vraiment aimé te rencontrer hier soir. J'espère que tu vas bien. » François était chanceux.
Il n'a rien perdu. Sa carte de crédit était dans son portefeuille. Elle n'avait pas été utilisée. Mais c'était une tentative clairement planifiée. Et voilà l'opération. C'est simple, mais c'est efficace. Vous trouvez une cible. Vous créez un profil. Généralement, ce ne sont pas des photos nouvelles de la fille, c'est des photos qu'elle a trouvées quelque part, peut-être sur Facebook d'une fille réelle, peut-être sur Instagram, peut-être générées par une IA maintenant. C'est un problème croissant, les profils générés par IA qui sont complètement faux. Vous parlez à la cible pendant une semaine, 2 semaines, assez longtemps pour créer un sentiment de connexion. Et puis vous le rencontrez. Vous lui donnez à boire. Et puis vous avez soit un partenaire qui le vole, soit vous cherchez simplement à vous assurer qu'il acceptera plus tard de vous envoyer de l'argent en ligne, soit vous plantez quelque chose, soit vous attendez juste pour comprendre où il vit, où il travaille, quelles sont ses habitudes. C'est un système. Et il marche parce qu'il y a un marché pour ça. Il y a assez d'hommes de 50 ans qui arrivent en Colombie avec un peu d'argent, qui sont solitaires, qui sont naïfs, qui veulent croire qu'une belle fille est vraiment intéressée par eux. Et il y a assez de gangs, assez de gens criminels qui regardent ça et se disent « Ouais, c'est une façon facile de faire de l'argent ». Je vous dis ça pas pour vous faire peur, vraiment. Pas pour vous dire « Ne venez pas en Colombie ». Venez. Medellín est magnifique. C'est un des meilleurs endroits où j'ai jamais vécu. Mais venez avec les yeux ouverts. Comprenez les dangers. Sachez ce qui peut arriver. Parce que quand vous savez, vous pouvez vous protéger. Quand vous savez, vous pouvez l'éviter. Quand vous savez, vous pouvez vivre ici en sécurité et en profiter vraiment. Alors, comment est-ce qu'on se protège vraiment? Ce n'est pas sorcier, mais ça demande de la discipline et un peu de bon sens. Et voici comment j'ai appris à vivre ici en sécurité. Première chose, quand vous rencontrez une fille en ligne ou en personne, ne jamais la laisser vous inviter chez vous lors d'une première rencontre. Jamais. Si elle insiste pour venir chez toi, c'est un signal d'alarme colossal. Pourquoi? Parce qu'une vraie fille colombienne, elle va vouloir être menée quelque part. Un restaurant, un bar, un café, un lieu public. Elle va vouloir que tu montres que tu peux lui offrir quelque chose, que tu as de l'argent, que tu as du goût. Elle va vouloir que tu dépenses pour elle. C'est la culture ici. Les filles s'attendent à ce que le mec paie. C'est normal. C'est comme ça que ça marche. Mais une fille qui veut venir directement chez vous, ça veut dire une seule chose. Elle vous cible. Deuxième chose. Lors d'une première rencontre, toujours au bar ou au café. Et vous commandez votre propre verre. Vous ne laissez jamais quelqu'un d'autre commander pour vous. Vous n'acceptez jamais un verre que quelqu'un d'autre a dans les mains et qu'il veut vous donner. Vous allez au bar, vous payez, vous prenez votre verre du bar. Et si vous allez aux toilettes, vous emportez votre verre avec vous ou vous le jetez et vous en commandez un nouveau. C'est pas une blague, c'est une règle sérieuse. Parce qu'une scopolamine, ça dure pas longtemps. Il faut qu'il la mette dans votre verre juste avant que vous le buviez ou juste avant que vous le finissiez. C'est un timing précis. Troisième chose, méfiez-vous des filles qui sortent seules. Je le répète parce que c'est vraiment important. Les filles colombiennes, les vraies, elles sortent en groupe. Si vous voyez une fille seule qui vous contacte et qui veut vous rencontrer seule, c'est un signal d'alarme. Maintenant, il y a des exceptions. Il y a des filles qui travaillent tard, qui ont des horaires décalés, qui parfois sortent seules. Mais elles vont vous le dire. Elles vont vous expliquer pourquoi. Elles vont vous donner du contexte. Une fille que vous venez de rencontrer sur Tinder qui veut vous voir seule? Non, c'est suspect. Quatrième chose, méfiez-vous des filles qui vous demandent rapidement de les suivre sur WhatsApp, surtout si elles vous donnent un numéro au lieu de scanner le code QR de Tinder. Les numéros peuvent être faux. Les profils WhatsApp peuvent être faux. Si elles vous donnent un numéro, vérifiez. Allez sur Google, cherchez le numéro. Voyez si c'est assigné à quelqu'un ou si c'est juste un numéro sans histoire. Cinquième chose, ne jamais, au grand jamais, donner d'argent à une fille que vous avez rencontrée en ligne, au moins les 3 premiers mois. Si elle vous demande de l'argent, pour un problème, pour sa mère, pour un Uber, pour un repas, c'est un signal d'alarme. Une vraie fille, elle va avoir son propre argent. Elle peut vous demander un Uber quand vous êtes ensemble, oui. Mais elle ne va pas vous demander de lui envoyer de l'argent via Western Union ou via transfert bancaire. C'est pas comme ça que ça marche avec les vraies filles. Sixième chose, les vraies filles vont avoir une vie réelle. Elles vont vous parler de leur famille, de leur travail, de leurs amis. Elles vont avoir un cercle social. Elles vont vous présenter à des gens si vous devenez sérieux. Une fille qui existe seulement pour vous parler, qui n'a pas d'autres intérêts, qui ne change pas de sujet, qui ne vous parle jamais de ce qu'elle fait de ses journées. C'est suspect. Mais évitons la paranoïa. La plupart des filles que vous rencontrez en Colombie ne sont pas des criminels. La plupart sont des filles ordinaires avec des vies ordinaires. Elles veulent juste avoir du fun, elles veulent rencontrer des gens, elles veulent peut-être une relation si c'est le bon gars.
Elles ne sont pas là pour vous voler ou vous droguer. C'est important de se le rappeler. Parce que si vous êtes trop paranoïaque, vous ne pouvez pas vraiment vous ouvrir à quelqu'un. Vous ne pouvez pas vraiment créer une vraie connexion. Et la vraie connexion, c'est ce qu'on cherche vraiment, non? Alors comment est-ce qu'on rencontre les vraies filles? Honnêtement, pas sur Tinder. Ou plutôt, parfois sur Tinder, mais c'est plus difficile. La meilleure façon, c'est par des amis. Si vous avez un ami qui a une amie et qu'il vous la présente, c'est presque garanti que c'est une vraie fille. Pourquoi? Parce que personne n'a intérêt à vous présenter une arnaque. Si quelque chose se passe mal, ça va être bizarre pour tout le monde. Et les Colombiens, ils sont très conscients de ça. Donc si quelqu'un vous présente sa copine à son ami, vous pouvez être sûr que c'est une vraie fille. Une autre façon, c'est d'aller à des événements. Des soirées d'échange linguistique à Laureles, à Envigado. Il y a presque chaque semaine une soirée espagnole et anglaise, où les gens se réunissent pour pratiquer les langues. Il y a des galeries d'art, des concerts, des événements culturels. Allez à ces événements. Allez parler aux gens. Vous allez rencontrer des filles en personne, et immédiatement vous saurez qui elles sont. Vous allez sentir si quelque chose est artificiel. Et si vous rencontrez quelqu'un d'intéressant, vous pouvez demander un café après, ou un numéro. Et c'est une vraie rencontre, pas une rencontre avec une fille de Tinder. Une autre façon, c'est de devenir un habitué quelque part. Un café, un bar, un restaurant. Allez-y régulièrement. Parlez avec les gens qui travaillent là. Parlez avec les autres habitués. Et peu à peu, vous allez être intégré dans un cercle social. Et vous allez rencontrer des filles naturellement, simplement parce que vous faites partie du groupe. C'est pas rapide, c'est pas excitant, mais c'est réel, et c'est sûr. Maintenant, parlons de l'écart d'âge. Parce que c'est une question que tous les hommes de 50 ans se posent ici. Vous avez 54 ans. Vous rencontrez une femme de 32 ans. Quand c'est réel? Quand c'est pour votre portefeuille? Et honnêtement, c'est une question très valide. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de filles ici qui sortent avec des hommes plus âgés seulement pour l'argent. C'est juste un fait. Et ce n'est pas forcément criminel, c'est une transaction claire. Je donne de l'argent, tu me donnes de l'attention et du sexe. C'est une relation transactionnelle. Ça existe partout, mais ici c'est plus transparent, plus accepté. Mais il y a aussi des vraies connexions. Il y a des filles qui sont vraiment intéressées par vous, qui vous trouvent vraiment attractif. Non pas parce que vous avez de l'argent, mais parce que vous êtes un homme avec de l'expérience, avec de la confiance, avec une maturité qui les attire. Et comment on fait la différence? Voici ce que j'ai appris. Une vraie connexion, elle n'est généralement pas basée seulement sur le sexe ou sur l'argent. Elle a d'autres éléments. Elle parle. Elle rit avec vous. Elle veut passer du temps avec vous, pas juste avoir des rapports sexuels. Elle s'intéresse à vos histoires. Elle veut en savoir plus sur vous en tant que personne, pas juste en tant qu'homme qui peut lui payer des choses. Et deuxième chose, elle ne vous parle pas d'argent. Du tout. Si vous êtes ensemble, si c'est une vraie connexion, elle ne va jamais vous demander d'argent. Elle peut accepter que vous payiez le dîner, oui, mais elle ne va pas vous demander de lui acheter des choses, de lui donner de l'argent, de lui payer un mois de loyer. Si c'est une vraie relation, elle va avoir une certaine indépendance. Elle va avoir son propre argent, ou au moins sa propre dignité. Troisième chose, elle va vous présenter à sa famille, à ses amis. Si elle veut vraiment une relation avec vous, elle va vouloir que vous soyez intégré dans sa vie. Pas tout de suite, mais si c'est une vraie connexion, ça va arriver. Et quatrième chose, la plus importante, elle va parler du futur. Elle va dire des choses comme peut-être qu'on pourrait voyager ensemble ou je me vois avec quelqu'un comme toi dans quelques années. Elle va avoir des plans avec vous, pas juste des plans pour aujourd'hui ou demain. Les filles qui ne pensent qu'au présent, qui vivent le moment, c'est cool pour un peu de temps. Mais une vraie relation, une vraie connexion, elle est orientée vers le futur. Je vais vous parler d'une fille, une vraie connexion. Elle s'appelait Sophia. Non, pas la Sophia du premier message sur Tinder, une autre. Je l'ai rencontrée au bout de 6 mois ici. Je ne l'ai pas rencontrée en ligne. Je l'ai rencontrée dans une soirée d'échange linguistique à Laureles. Elle était avec ses amis. Elle parlait français. Un français très mauvais, mais elle essayait. Et pendant la soirée, on a parlé. On a parlé de voyage, de la France, de la Colombie. Ça a cliqué, c'était naturel. Il n'y avait pas de calcul. Après cette soirée, j'ai demandé son numéro. Elle a dit oui. Et on a commencé à se voir. Et voici ce qui s'est passé. Elle ne m'a jamais demandé d'argent. Elle avait son propre travail. Elle était infirmière. Elle ne gagnait pas beaucoup, mais elle gagnait assez. Elle voulait partager l'addition au restaurant. Elle voulait m'offrir des cadeaux. Petites choses, un livre, une playlist Spotify avec des chansons qu'elle pensait que j'aimerais. Elle voulait que j'aille à sa maison et qu'on cuisine ensemble.
Elle m'a présenté à ses amis, à sa mère. Et honnêtement, c'était la première fois depuis le divorce que je me sentais vraiment connecté à quelqu'un. C'était pas parfait, évidemment. Nous sommes des gens différents, nous venions de mondes différents. Il y avait des malentendus. Elle voulait une relation sérieuse, et moi j'étais pas sûr si j'étais prêt. Finalement, ça n'a pas marché. Mais c'était réel. Et c'était beau. Et c'est ça que je veux vous dire. Oui, il y a des dangers en Colombie. Oui, il faut être prudent. Oui, il faut comprendre les escroqueries et les systèmes criminels. Mais il y a aussi du vrai. Il y a des connexions réelles. Il y a de l'amour réel. Il y a des histoires qui finissent bien. Medellín, c'est l'un des plus beaux endroits où j'ai jamais vécu. Le printemps éternel, c'est vrai. La nourriture, c'est vrai. La chaleur des gens, c'est vrai. Et pour un homme de 54 ans, après un divorce, après des années de travail acharné, après avoir perdu sa jeunesse en France, ce n'est pas juste un endroit. C'est un nouveau départ. C'est une deuxième chance. Mais la deuxième chance, ça veut dire avoir assez de sagesse pour reconnaître les pièges. Ça veut dire avoir assez de courage pour prendre un risque, mais pas un risque stupide. Ça veut dire vivre conscient. Ça veut dire comprendre que pas chaque fille est vraie, mais que certaines le sont vraiment. Et quand vous trouvez une qui est vraie, vous en profitez. Vous la vivez. Vous la chérissez. Je suis ici depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai eu des moments effrayants. J'ai appris des leçons difficiles. J'ai vu des gens perdre beaucoup d'argent, ou pire. Mais j'ai aussi eu des moments magnifiques. J'ai eu des amis. J'ai eu des connexions. J'ai eu une vie. Maintenant, il y a une dernière chose que je veux aborder. Parce que j'entends beaucoup les mecs dire ça. Qu'est-ce que je fais si je me trompe? Qu'est-ce que je fais si j'envoie de l'argent à une fille qui semble réelle et elle disparaît? Voici ce que vous faites. D'abord, vous reconnaissez que vous avez commis une erreur. Ça arrive. Ça m'est arrivé. Ça arrive à beaucoup de gens. Une fille vous semblait réelle, vous aviez l'impression de vraiment la connaître, et puis elle a disparu. C'est douloureux. C'est humiliant. C'est frustrant. Mais ce n'est pas la fin du monde. Deuxièmement, vous alertez votre banque. Si vous avez envoyé de l'argent via transfert bancaire ou via une appli comme Wise, contactez votre banque immédiatement. Dites-leur que c'était frauduleux. Parfois, ils peuvent arrêter le transfert. Parfois, ils peuvent le récupérer. Ce n'est pas garanti, mais c'est possible. Troisièmement, vous bloquez le numéro. Vous la supprimez de tous vos réseaux. Vous acceptez que cet argent est parti et que vous devez avancer. C'est difficile, mais c'est important. Parce que parfois, elles vont revenir. Elles vont dire « Oh, j'ai eu un problème, mon téléphone a été volé, ce n'est pas moi qui ai disparu. » Et elles vont essayer de relancer la relation. Et si vous êtes assez naïf pour donner une deuxième chance, elles vont prendre plus d'argent. Le jeu ne s'arrête jamais. Le seul moyen de gagner, c'est de ne pas jouer. Et quatrièmement, vous apprenez. Vous parlez aux autres expats. Vous comprenez quels sont les signaux d'alarme. Et vous ne les ignorez pas la prochaine fois. Je sais que c'est facile à dire quand on n'est pas en train de parler à une belle fille qui dit « Je t'aime » après 2 jours. Mais c'est important, vraiment important. Il y a aussi une chose psychologique que je veux mentionner parce que ça a été vrai pour moi. Après un divorce à 54 ans, après 25 ans de mariage, vous avez un besoin profond de vous sentir désiré de nouveau. Vous avez besoin de vous sentir attirant. Vous avez besoin de vous sentir vivant. Et quand une belle fille de 32 ans vous dit qu'elle vous aime après 2 jours, c'est addictif. C'est dangereux. Parce que vous savez, dans votre tête, que ça n'a aucun sens. Mais votre cœur veut croire. Votre cœur veut croire que peut-être, juste peut-être, c'est vraiment spécial. Et cette contradiction, c'est ce qui rend les gens vulnérables. Donc honnêtement, le meilleur protecteur, c'est d'avoir une vie occupée. Allez à la gym, apprenez l'espagnol vraiment, faites des amis, voyagez, créez une vie pour vous-même, pas basée sur la recherche d'une femme. Parce que quand vous avez une vraie vie, quand vous êtes occupé, quand vous êtes heureux, vous êtes moins vulnérable aux arnaqueurs. Vous êtes plus discernant. Vous avez moins de besoins. Et les vraies filles, elles remarquent ça. Elles remarquent quand un gars a une vraie vie, quand il a de la confiance, quand il ne désespère pas. C'est attractif. Et si vous venez ici, si vous regardez cette vidéo parce que vous pensez à venir, ou parce que vous êtes déjà ici et vous vous demandez comment rester en sécurité, voici ce que vous devez savoir. Venez. Medellín vaut vraiment le coup. Votre retraite, votre nouveau départ, ça vaut le coup. Mais venez avec les yeux ouverts. Comprenez les dangers. Apprenez les signes. Protégez-vous. Construisez une vraie vie. Et puis vivez. Vivez vraiment. Parce que la vie est trop courte. Et vous avez trop peu de temps pour ne pas la vivre entièrement. Pas chaque fille est vraie. Mais la vie, elle est vraie. Medellín, c'est vrai.
et vous méritez d'en profiter vraiment.